Au repas de Pâques, la femme de mon frère a dit, « Tu ne fais pas vraiment partie de cette famille. Tu es juste le distributeur de billets. » Tout le monde a ri. Pas moi. Je n'ai pas non plus payé pour la colonie de vacances de leurs enfants cette année-là. Soudain, les blagues sur le distributeur n'étaient plus drôles du tout. Salut Reddit. Je n'aurais jamais pensé poster ici un jour, mais après ce qui s'est passé avec ma famille l'année dernière, j'ai besoin de vider mon sac. C'est l'histoire de ce dîner de Pâques qui a tout changé et comment une simple blague s'est transformée en l'erreur la plus coûteuse que ma famille ait jamais commise. Je m'appelle Julien, 34 ans, et depuis 10 ans, je suis ce qu'on pourrait appeler la réussite de la famille. J'ai lancé une entreprise de CVC, chauffage, ventilation, climatisation, juste après mon apprentissage quand j'avais 22 ans. J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant des années, à constituer une clientèle, à apprendre la gestion, à économiser chaque euro possible. Aujourd'hui, j'ai 12 techniciens qui travaillent pour moi, des contrats avec la moitié des immeubles de bureaux de la métropole, et je dégage environ 160 000 euros nets par an après impôts. Pas mal pour un gars qui a passé le début de sa vingtaine à ramper dans des combles en plein cagnard pendant que mon frère faisait ses études supérieures. Mon frère aîné Thomas, 37 ans, a suivi la voie traditionnelle, école de commerce, poste de cadre moyen dans une banque régionale, mariage avec sa copine de fac, Sophie, et 3 enfants avant ses 30 ans. Sur le papier, il vit le rêve français, pavillon de banlieue, labrador, monospace dans l'allée. Le problème, c'est que Thomas a toujours été nul avec l'argent. C'est le genre de gars qui gagne bien sa vie mais qui vit toujours à la limite de ses moyens. Ses mensualités de crédit immobilier sont astronomiques parce qu'il voulait absolument la maison dans le quartier chic. Sa femme ne travaille pas car elle dit que les enfants ont besoin d'elle à la maison. Mais ils ont une femme de ménage, un jardinier et commandent Uber Eats 4 soirs par semaine parce que personne n'a le temps de cuisiner. Pendant ce temps, je conduis une camionnette de 6 ans qui roule parfaitement, je vis dans une maison modeste que j'ai fini de payer il y a 3 ans, et j'emporte encore ma gamelle au travail la plupart du temps. Question de priorité, j'imagine. C'est là que les choses se compliquent. Il y a environ 7 ans, Thomas a traversé une mauvaise passe. La banque a restructuré son service. Son poste a été supprimé et il a été au chômage pendant 4 mois. Ses économies ont tenu environ 6 semaines avant que les cartes de crédit ne chauffent. Au 3e mois, il risquait la saisie immobilière. Mes parents m'ont demandé si je pouvais aider. Juste temporairement, disait-il, juste le temps que Thomas se remette sur pied. La famille aide la famille, non? Je lui ai fait un chèque de 7 000 euros pour couvrir son crédit IMO et ses paiements de voiture. Je lui ai dit de me rembourser quand il pourrait. Pas d'intérêt, pas de pression. Il a promis de régler ça dès qu'il aurait un nouveau travail. C'était il y a 7 ans. Je n'en ai jamais revu la couleur. Mais ce n'était que le début. Au fil des ans, les demandes ont continué. Parfois de Thomas directement, parfois via mes parents, parfois de Sophie les larmes aux yeux en parlant des enfants. Leur fille aînée avait besoin d'un appareil dentaire, j'ai couvert 2 800 euros. La voiture de Thomas avait besoin d'une nouvelle boîte de vitesse, j'ai payé 2 200 euros. Un Noël a été difficile, j'ai acheté tous les cadeaux des enfants, pour environ 1 400 euros. Leur fils cadet voulait faire du tennis en compétition, j'ai financé toute la saison pour 4 200 euros. À chaque fois, c'était juste cette fois et on te remboursera. Je tenais un fichier Excel parce que je ne suis pas idiot. En 7 ans, je leur avais donné 43 000 euros. Pas prêté, donné, car pas un seul euro ne m'est jamais revenu. Le plus drôle, c'est que ça ne me dérangeait pas vraiment au début. J'avais l'argent. Ils avaient le besoin. C'est ce que fait la famille, non? Mes parents nous ont élevés tous les deux. Et si Thomas galérait, l'aider signifiait aider mes nièces et mon neveu. Mais quelque chose a changé avec le temps. Les demandes ont cessé d'être des urgences pour devenir des commodités. La gratitude a disparu et a été remplacée par l'attente. Thomas a arrêté de dire merci et a commencé à dire « tu peux gérer ça », comme si j'étais son agence bancaire personnelle. Et les blagues ont commencé. C'était subtil au début. Des petits commentaires au repas de famille sur le fait que j'étais le célibataire prospère sans dépenses.
Que ça devait être sympa d'avoir tout ce revenu disponible sans enfant à charge. Que je devrais partager la richesse puisque je n'avais pas de famille à soutenir. Thomas riait et disait que j'étais comme le distributeur automatique de la famille, toujours là quand on avait besoin d'un retrait. Tout le monde gloussait. Je souriais et changeais de sujet, mais ça devenait lassant. Ce qui me dérangeait vraiment, c'était le double standard. Quand Thomas a acheté un nouveau SUV à 55 000 € l'année dernière, pas d'occasion, flambant neuf avec siège en cuir et toit ouvrant, personne n'a questionné ses priorités. Quand Sophie a posté des photos de leurs vacances au Club Med, personne n'a demandé comment ils se l'étaient payé. Mais quand j'ai mentionné vouloir faire un voyage de pêche en Norvège, ma mère a demandé si c'était vraiment nécessaire, étant donné que la famille de Thomas aurait probablement besoin d'aide pour certaines dépenses à venir. Le message était clair, mon argent était l'argent de tout le monde, mais leur argent était leur argent. Le dîner de Pâques a eu lieu chez mes parents. Toute la famille était là, maman, papa, Thomas, Sophie, leurs 3 enfants, mon oncle et ma tante, mon cousin et sa femme. Environ 15 personnes entassées dans la salle à manger de mes parents avec la belle vaisselle sortie et un gigot d'agneau de la taille d'un enfant de 5 ans. Tout allait bien au début. Les banalités habituelles, les enfants qui couraient partout, mon père qui se plaignait de son golf. J'avais apporté une bouteille de champagne et des fleurs pour ma mère. Le classique des réunions de famille. Puis nous nous sommes assis pour dîner. Je me suis retrouvée entre Thomas et mon cousin, en face de Sophie. Les enfants étaient à la petite table dans le salon, ce qui signifiait que les adultes pouvaient avoir de vraies conversations sans interruption constante. Vers la moitié du repas, ma mère a évoqué les projets d'été. Mon oncle et ma tante emmenaient leurs enfants en randonnée dans les Alpes. Mon cousin faisait une croisière dans les fjords. Thomas a mentionné qu'ils avaient inscrit les enfants à ce programme de colonie de vacances très chic. C'est un de ces stages scientifiques, a expliqué Thomas en piquant un morceau d'agneau. Robotique, codage, tout ce truc de pointe. Très cher, mais ça vaut vraiment le coup pour leur développement. Combien coûte un truc pareil, a demandé mon oncle. Environ 4 000 € pour l'été, a dit Sophie nonchalamment comme si elle parlait d'acheter des courses, par enfant. Mais nous croyons vraiment qu'il faut investir dans leur éducation. J'ai fait le calcul dans ma tête. 3 enfants, 12 000 € au total pour la colonie. Waouh, a dit ma tante, c'est un sacré investissement. Eh bien, on ne peut pas mettre de prix sur une éducation de qualité, a répondu Sophie en buvant une gorgée d'eau. Nous avons la chance de pouvoir prioriser le développement des enfants. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas mentionné que Thomas m'avait demandé de l'aide pour les activités d'été il y a 2 semaines. J'étais restée vague, disant que j'y réfléchirais. Apparemment, ils avaient foncé et s'étaient inscrits quand même. C'est là que mon père a fait le commentaire qui a tout déclenché. Julien, tu es bien silencieux là-bas. Pas de projet d'été de ton côté ? Rien de majeur, ai-je dit. Probablement juste bosser sur la maison, peut-être pêcher un peu dans le coin. Encore la pêche ? Thomas a ri. Mec, tu sais vraiment pas profiter de la vie. Pendant ce temps, certains d'entre nous offrent des expériences à la prochaine génération. Quelqu'un doit bien financer ces expériences, a ajouté Sophie avec un petit sourire. Pas vrai, Julien ? Il y a eu un silence. Tout le monde s'est soudainement intéressé à son assiette. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, gardant une voix neutre. Oh, allez, a dit Sophie en agitant sa fourchette. On sait tous comment ça marche. Tu ne fais pas vraiment partie de cette famille au sens traditionnel. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas les mêmes responsabilités que nous autres. Ton rôle est plus financier. Tu es essentiellement le distributeur de billets. Elle l'a dit si décontractée, comme si elle commentait la météo. Pas méchamment, exactement, plus comme un constat. La table est devenue silencieuse. Même les enfants dans l'autre pièce semblaient avoir senti que quelque chose avait changé car leur niveau sonore a baissé. Puis mon cousin a ri. Juste un petit rire bref, mais ça a suffi. Thomas a gloussé. Mon oncle a souri dans sa serviette. Ma mère a fait un petit « oh », mais elle souriait aussi. Mon père avait l'air mal à l'aise, mais n'a rien dit. Tout le monde riait de moi parce que j'étais le distributeur familial. Je n'ai pas ri.
Je suis resté assis là, fourchette à mi-chemin de ma bouche, regardant le visage suffisant de Sophie de l'autre côté de la table. C'était une blague, a-t-elle dit en remarquant mon expression. Sois pas si susceptible. C'est ça, ai-je dit doucement. Une blague? Mais ce n'était pas une blague. Pas vraiment. C'était la vérité dite à voix haute, déguisée en humour pour que personne ne puisse la lui reprocher. C'était chaque supposition, chaque attente, chaque présomption des 7 dernières années cristallisée en une phrase parfaite. Tu ne fais pas vraiment partie de cette famille. Tu es juste le distributeur. J'ai posé ma fourchette et bu une gorgée d'eau. Mes mains étaient parfaitement stables. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais autre chose. Calme, lucide, comme si quelqu'un venait de m'expliquer les règles d'un jeu auquel je jouais mal depuis des années. Vous savez quoi, ai-je dit en reculant ma chaise. Je viens de me souvenir que j'ai un chantier tôt demain. Je dois préparer du matériel. Je devrais probablement y aller. Ma mère a protesté. Il y avait encore le dessert. On n'avait pas pris le café. Ne pouvais-je pas rester juste un peu plus longtemps? Désolée, maman. Le travail m'appelle. J'ai embrassé sa joue, serré la main de mon père, fait un signe général aux autres. Joyeuse Pâques à tous. Thomas m'a suivi jusqu'à la porte. Et, mec. Sophie ne pensait pas à mal. Tu sais comment elle est. Elle dit juste ce qu'elle pense. Ouais, ai-je dit en mettant ma veste. Je sais exactement comment elle est. On est toujours bon pour le truc de la colonie, hein? Je veux dire, la date limite pour annuler est la semaine prochaine, mais on s'est dit que tu voudrais aider. C'est éducatif, tu sais, vraiment de la haute qualité. J'ai regardé mon frère, vraiment regardé. Ce type que j'avais sorti du pétrin plus de fois que je ne pouvais compter, qui ne m'avait jamais remboursé un seul euro, qui était resté assis là pendant que sa femme me traitait de distributeur, et tout le monde avait ri. Je vais y réfléchir, ai-je dit, et je suis parti. Le trajet de retour a duré 20 minutes. J'ai passé tout le temps à penser à ce commentaire. Pas une pensée colérique, une pensée analytique, comme si je diagnostiquais un problème sur un système de clim défectueux, remontant à la source du problème. Le problème n'était pas la blague elle-même. Le problème était que Sophie avait dit ce que tout le monde pensait. Elle avait juste été la seule assez honnête ou assez impolie pour le dire à voix haute. Et tout le monde avait ri parce qu'ils étaient d'accord avec elle. J'étais le distributeur de la famille. C'était mon rôle. C'était ma valeur. Quand je suis rentrée, j'ai sorti mon fichier Excel. 43 000 euros sur 7 ans, une moyenne de 6 100 euros par an, plus la charge émotionnelle d'être disponible chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, plus la supposition que mon argent et mon temps étaient disponibles quand ça les arrangeait. J'ai ajouté une nouvelle ligne au fichier. Contribution projetée colonie d'été, 12 000 euros. Puis je l'ai supprimé. Lundi matin, j'ai envoyé un SMS à Thomas. Court et simple. Concernant la colonie d'été, je ne contribuerai pas cette année. Bonne chance avec ça. Il m'a appelé dans les 5 minutes. J'ai laissé sonner vers la messagerie. Il a laissé un message me demandant de le rappeler. Il devait y avoir une confusion. On devait en parler. Je n'ai pas rappelé. 3 heures plus tard, Sophie a appelé. Je n'ai pas répondu. Son message vocal était plus long, plus émotionnel. Ce n'était pas juste pour les enfants. Ils étaient déjà inscrits. La date limite pour annuler sans pénalité était dans 4 jours. Ils avaient planifié tout leur été autour de ça. Voulais-je vraiment décevoir mes nièces et mon neveu pour un commentaire idiot qu'elles ne pensaient même pas? Je n'ai toujours pas rappelé. Ce soir-là, Thomas s'est pointé chez moi. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il sortait de son SUV hors de prix et marchait vers ma porte. Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai laissé frapper 3 fois avant d'ouvrir enfin. Faut qu'on parle, a-t-il dit. De quoi? De la colonie. De ce que tu m'as envoyé par texto. Tu ne vas vraiment pas aider? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Non. Julien, allez. Les enfants sont tellement excités. Ils en ont parlé à tous leurs amis.
Tu ne peux pas te défiler maintenant. Je n'ai jamais accepté en premier lieu. Tu as demandé si je pouvais aider. J'ai dit que j'y réfléchirais. J'y ai réfléchi. La réponse est non. Son visage devenait rouge. C'est à cause de Pâques, c'est ça? De ce que Sophie a dit? Elle s'est excusée, mec. Elle se sent mal. Elle m'a traité de distributeur. Tout le monde a ri. Maintenant, j'agis comme un distributeur qui ne sort pas de billets. Ça me semble cohérent. Sois pas comme ça. Ne punis pas les enfants parce que ton ego est blessé. Et voilà. La vraie manipulation. Utiliser les enfants. Faire de moi le méchant qui déçoit des gosses. Les enfants iront bien, ai-je dit. Il y a un programme d'été gratuit au centre de loisirs municipal. J'ai regardé. Ils font des randonnées nature, des arts plastiques, de la piscine. Ça a l'air sympa. Inscris-les à ça. Ce n'est pas la même chose que le stage scientifique. C'est un programme d'élite. Il s'agit de leur avenir. Alors tu devrais probablement trouver comment payer ça toi-même. L'expression de Thomas est passée de la supplication à la colère. Tu sais quel est ton problème? Tu as toujours été jaloux. Jaloux que j'ai une famille et que tu sois seul. Jaloux que j'ai des enfants et une femme et une vraie vie pendant que tu travailles tout le temps. C'est une vengeance mesquine parce que tu es amer. J'ai réellement ri à ça. Je suis jaloux de toi, Thomas. Tu as 43 000 € de dette envers moi. Tu conduis une voiture que tu ne peux pas te permettre pour aller à un boulot qui couvre à peine ton crédit IMO. Ta femme pense que je suis un distributeur et tu la laisses dire ça parce que tu es d'accord avec elle. Pourquoi serais-je jaloux de ça? 43 000 €? De quoi tu parles? L'argent que je t'ai donné ces 7 dernières années. J'ai un fichier Excel. Tu veux le voir? Son visage est devenu pâle. C'était des prêts. C'était de l'aide quand on en avait besoin. Tu as dit pas de pression. Rembourser quand on pourrait. Et quand prévoyais-tu de faire ça? Parce que ça fait 7 ans et j'ai vu exactement 0 € revenir vers moi. On a galéré. Tu le sais. On a eu des dépenses. Tu avais assez pour un SUV à 55 000 €. Tu avais assez pour des vacances au Club Med. Tu avais assez pour une colonie à 12 000 €. Tu n'avais juste pas assez pour rembourser ton frère qui finance ton train de vie. Thomas est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Finalement, il a dit, tu vas vraiment faire ça? Tu vas vraiment être aussi mesquin? Je vais arrêter d'être un distributeur. Si c'est mesquin, je peux vivre avec. Il est parti sans un autre mot. Je l'ai regardé démarrer en trombe de mon allée dans son SUV coûteux et je ne me suis pas senti mal du tout. La campagne de pression familiale a commencé immédiatement. Ma mère a appelé le lendemain matin. Avais-je parlé à Thomas? Il était très contrarié. Les enfants étaient si déçus. Ne pouvais-je pas reconsidérer? Ce n'était que de l'argent et la famille était plus importante que l'argent. J'ai souligné que si la famille était plus importante que l'argent, il ne m'appellerait pas pour de l'argent. Elle n'a pas eu de bonne réponse à ça. Mon père a appelé cet après-midi-là. Plus direct, moins émotionnel. Il voulait comprendre mon raisonnement. Cela semblait être un changement soudain de comportement. Est-ce qu'il se passait quelque chose avec moi? J'ai expliqué très calmement que je donnais de l'argent à Thomas depuis 7 ans sans rien voir en retour. Et que j'avais fini. C'était aussi simple que ça. Mais c'est ton frère, a dit papa. Il a du mal. Il conduit une voiture plus récente que la mienne, papa. Il n'a pas de mal. Il dépense trop. Ce n'est pas juste. Il a des enfants. Les enfants coûtent cher. Les enfants sont un choix. Thomas a choisi d'en avoir 3. Je choisis de ne plus les financer. Papa a émis un son de frustration. Quand es-tu devenu si froid? À peu près au moment où sa femme m'a traité de distributeur et que tout le monde a ri. Il y a eu une longue pause. Alors elle n'aurait pas dû dire ça. Mais tu réagis de manière excessive. Probablement. Mais c'est mon argent et ma réaction excessive, donc je ferai ce que je veux.
Sophie a essayé une approche différente. Elle s'est pointée à mon travail avec des gâteaux faits maison et un discours sur la famille et le pardon. J'étais au milieu d'un chantier, donc je ne pouvais pas vraiment faire une scène. Écoute, a-t-elle dit, je sais que j'ai merdé. Ce que j'ai dit était déplacé. J'ai été sous beaucoup de stress avec les enfants, et je ne réfléchissais pas, mais tu ne peux pas punir les enfants pour mon erreur. J'étais agenouillée près d'une centrale de traitement d'air en train d'essayer de diagnostiquer un problème de pression. Les enfants ne sont pas punis. Ils n'auront juste pas une colonie de luxe payée par quelqu'un qui n'est pas leur parent. Ce n'est pas du luxe. C'est éducatif. Alors éduque-les au programme gratuit du centre aéré. Ce n'est pas la même qualité. Je me suis levée et je l'ai regardé directement. Sophie, je vais faire très simple. J'ai fini de donner de l'argent à Thomas. J'ai fini d'être le distributeur familial. Tu veux tes enfants dans cette colonie? Trouve un travail et paie-le toi-même. Son visage s'est durci. J'ai un travail. J'élève 3 enfants. Super. Alors tu comprends le coût des choix que tu as faits. Débrouille-toi. Elle est partie sans les gâteaux. Ma tante a appelé. Mon oncle a appelé. Même mon cousin a appelé, bien que le sien fût plus un appel du genre « Eh mec, je comprends » qu'une campagne de pression. Il a admis que le commentaire sur le distributeur était déplacé, et qu'il avait ri parce que tout le monde riait, pas parce qu'il pensait que c'était vraiment drôle. J'ai apprécié l'honnêteté, même si c'était 7 jours trop tard. La date limite pour annuler l'inscription à la colonie est passée. Thomas n'a pas annulé. J'ai appris plus tard qu'il avait été convaincu que je changerais d'avis à la dernière seconde. Quand je ne l'ai pas fait, il a paniqué et a pris un crédit à la consommation à 12% d'intérêt pour couvrir les frais. Ma mère m'a dit ça comme si c'était censé me faire sentir coupable. Il a dû emprunter de l'argent, a-t-elle dit. À une banque avec des intérêts parce que tu ne voulais pas l'aider. On dirait qu'il aurait dû annuler l'inscription et utiliser le centre aéré gratuit. Tu es cruel. Je suis cohérent. Il y a une différence. Cet été-là a été bizarre. J'attendais que quelqu'un s'excuse. S'excuse vraiment. Pas juste le baratin superficiel « désolé que tu sois fâché ». Personne ne l'a fait. Au lieu de cela, ils ont tous agi comme si j'étais celui qui était déraisonnable. Pendant ce temps, j'ai commencé à remarquer des choses que j'avais manquées avant. Thomas postait des photos des enfants à la colonie sur les réseaux sociaux, taguant le programme et parlant d'investir dans l'avenir de nos enfants. Aucune mention du prêt conso ou du stress financier, juste des images soigneusement sélectionnées d'enfants heureux faisant de la robotique. Sophie a posté sur un nouveau sac à main de créateur qu'elle s'était acheté. Une récompense pour être une maman si travailleuse. Le sac coûtait 800 €. J'ai vu la marque et j'ai vérifié. Mes parents sont allés en vacances en Auvergne. Bel hôtel, restaurant chic. Ils postaient des photos tous les jours. Pendant ce même voyage, ma mère a appelé pour demander si je pouvais prêter un peu d'argent à Thomas parce qu'il était un peu court ce mois-là. J'ai dit non. Le schéma était si évident une fois que j'ai commencé à faire attention. Tout le monde dans ma famille dépensait de l'argent librement pour ce qu'ils voulaient, puis agissait comme s'ils étaient choqués quand les factures arrivaient. Et d'une manière ou d'une autre, on s'attendait toujours à ce que je sois le filet de sécurité. Sauf que maintenant, je ne l'étais plus. La vraie retombée est arrivée en août. La voiture de Thomas est tombée en panne. Pas un petit problème. La boîte de vitesse a complètement lâché. 4 500 € pour la remplacer. Il m'a appelé depuis le garage, la voix serrée par le stress. Je sais que les choses ont été bizarres entre nous, a-t-il dit. Mais j'ai vraiment besoin d'aide là. Je ne peux pas aller au travail sans voiture. C'est une urgence. Ça a l'air dur, ai-je dit. Qu'est-ce que tu vas faire? J'espérais. Je veux dire, je sais que tu es en colère pour toute l'histoire de la colonie, mais c'est différent. C'est vraiment essentiel. Appelle un Uber, prends le bus, fais du covoiturage. Les gens sans argent de côté trouvent des solutions tous les jours. Je ne peux pas prendre le bus. Mon travail est à 40 minutes.
Alors je suppose que tu aurais dû garder un fonds d'urgence au lieu d'acheter un SUV à 55 000 balles. Ce SUV est pour la famille. On avait besoin d'un véhicule qui pouvait contenir tous les enfants. Et tu l'as acheté sans fonds d'urgence. Ça s'appelle une mauvaise planification. Il est resté silencieux un moment. Alors c'est tout. Tu vas juste me laisser tomber? Tu ne tombes pas. Tu fais face aux conséquences naturelles de tes décisions financières. Il y a une différence. Je pensais qu'on était une famille. On est une famille, mais je ne suis pas un distributeur. Rappelle-toi, c'est le rôle que vous m'avez tous assigné, et je décline le poste. Il m'a raccroché au nez. J'ai découvert plus tard qu'il avait emprunté à nos parents pour couvrir la réparation. Ils ont dû prendre une hypothèque sur leur maison parce qu'ils n'avaient pas autant de liquidités disponibles. Ma mère m'a appelé à ce sujet. Ton père et moi avons dû hypothéquer la maison, a-t-elle dit. Notre maison que nous payons depuis 30 ans. Parce que tu n'as pas voulu aider ton frère dans une urgence. Pourquoi Thomas n'a pas pu prendre un prêt personnel, ai-je demandé. Il en a déjà un pour la colonie. Son taux d'endettement est au max. Alors il n'aurait pas dû s'inscrire pour la colonie. Il aurait dû annuler quand j'ai dit que je ne payais pas. Ce sont toutes des conséquences de ses propres choix. Quand es-tu devenu si sans cœur? J'ai pensé à cette question. Quand étais-je devenu sans cœur? Ou avais-je juste arrêté d'être un paillasson? Je ne suis pas sans cœur, maman. J'ai juste fini d'être utilisé. Il y a une différence. Elle m'a raccroché au nez aussi. Septembre a apporté une nouvelle crise. La fille aînée de Thomas avait besoin d'une dévitalisation et d'une couronne. Soins dentaires d'urgence. 2300 € de reste à charge après la Sécu et la mutuelle. Thomas a appelé nos parents à nouveau. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas aider. Ils remboursaient encore l'hypothèque. Alors Thomas m'a appelé. Je sais que tu vas dire non, a-t-il commencé. Je sais que ça va mal entre nous, mais c'est pour ma fille. Elle souffre. Le dentiste dit que ça doit être fait dans les 2 prochaines semaines où elle pourrait perdre la dent. As-tu demandé aux parents de Sophie? Ils nous ont déjà aidés avec la colonie. Je ne peux pas leur redemander. Plan de paiement avec le dentiste? Ils veulent la moitié d'avance. Carte de crédit. Plafond atteint. Il y a des solutions de financement spécifiques pour ça. Silence. Donc tu ne vas vraiment pas l'aider. J'aide en te donnant d'autres options. Mais non, je ne te fais pas de chèque. C'est ta nièce. Et c'est ta fille. Débrouille-toi. Il s'est débrouillé. A pris un autre crédit conso. Taux d'intérêt plus élevé que le premier. J'en ai entendu parler par ma mère qui a appelé pour me dire que je devrais avoir honte. Cet enfant souffrait, a-t-elle dit, elle souffrait et tu n'as rien fait. Thomas a fait quelque chose. Il a pris soin de sa gosse comme un parent le devrait, avec de l'argent emprunté à un taux terrible. C'est ce qui arrive quand tu n'as pas d'économie et des crédits au max. Les actions ont des conséquences. En octobre, j'étais essentiellement persona non grata aux réunions de famille. J'étais encore invitée. Mes parents n'étaient pas prêts à me couper complètement les ponts, mais l'ambiance était glaciale. Les gens étaient polis mais distants. Personne ne demandait des nouvelles de mon entreprise ou de ma vie. Personne n'essayait de m'inclure dans les conversations. Ça m'allait très bien. Je ne m'étais jamais sentie aussi paisible. Mon entreprise marchait super bien. Sans la ponction constante de l'aide à Thomas, j'avais pu investir dans de meilleurs équipements, embaucher un autre technicien et soumissionner pour de plus gros contrats commerciaux. Je grandissais vraiment au lieu de faire du surplace. J'avais aussi du temps pour moi. J'ai commencé à aller à la salle de sport régulièrement, j'ai fait un week-end à la montagne, j'ai dîné avec de vrais amis au lieu de simples obligations familiales. Il s'avère que la vie est plutôt belle quand on ne gère pas constamment la crise financière des autres. Vers Thanksgiving, enfin, vers la fin novembre, mon cousin m'a contacté. On s'est vu pour un café, juste nous deux. La famille organise une intervention, m'a-t-il dit. Une intervention sur ta violence économique envers Thomas. C'est comme ça que Sophie appelle ça. Elle a convaincu tout le monde que tu es cruel exprès pour blesser les enfants.
J'ai ri. Impossible de m'en empêcher. Violence économique? C'est fort. Je sais, mec. Je leur ai dit que c'était ridicule, mais ils sont sérieux. Ils veulent t'asseoir et parler de reconstruire la confiance familiale et d'aborder tes problèmes avec l'argent. Mes problèmes avec l'argent? Ouais. Sophie raconte à tout le monde que tu es obsédé par le fait de traquer chaque euro et de tenir les comptes. Que tu es rancunier d'avoir de l'argent et eux non. Que tu as besoin d'aide pour lâcher prise sur les choses matérielles. Je l'ai fixée. Elle est littéralement en train de réécrire l'histoire. Je leur ai donné 43 000 euros sur 7 ans. Ce n'est pas tenir les comptes. C'est être une banque. Je sais. Mais ce n'est pas l'histoire qu'ils racontent maintenant. Dans leur version, tu as aidé quelquefois, et maintenant tu leur fais du chantage avec ça. Les chiffres diminuent à chaque fois que quelqu'un raconte l'histoire. Alors, c'est quoi l'intervention? Le repas de Noël. Il prévoit de te coincer après le repas. Avoir une discussion de famille sur ce qui se passe vraiment. Te faire accepter d'aider Thomas à se remettre sur les rails financièrement. Sur les rails? Il n'a jamais été sur les rails. Mon cousin a haussé les épaules. Je te préviens juste. Je ne participe pas, pour ce que ça vaut. Tout ce truc est dingue. Je l'ai remercié pour l'avertissement. Puis j'ai pris une décision. Je ne suis pas allée au repas de Noël. J'ai envoyé un SMS à mes parents le matin même, je ne me sens pas bien. Je vais passer mon tour pour celui-là. Joyeux Noël. Ma mère a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal disant que ce timing était très suspect et que je devais être là parce que la famille avait besoin de me parler de quelque chose d'important. Exactement ce contre quoi mon cousin m'avait mis en garde. J'ai passé le jour de Noël à faire exactement ce que je voulais. Grasse matinée, gros petit déjeuner, regarder du sport, commander chinois pour le dîner, appeler quelques amis. C'étaient les fêtes les plus détendues que j'ai eues depuis des années. Vers 20h, mon téléphone a commencé à exploser. Apparemment, la famille avait maintenu l'intervention malgré mon absence. Ils avaient eu toute une discussion sur mes problèmes d'argent et comment je devais prendre mes responsabilités et aider Thomas à sortir de la spirale de la dette que j'avais soi-disant créée en le coupant des vivres. Message vocal de ma mère, nous avons eu une réunion de famille très importante ce soir. Tu dois nous rappeler immédiatement. Cela ne peut pas continuer. Texto de Thomas, super mature. C'est chez Noël. J'imagine que tu te fous complètement de la famille. Texto de Sophie, ta nièce a demandé pourquoi tonton Julien n'était pas là. Je lui ai dit que tu étais trop occupé à compter ton argent. J'espère que tu es heureux. Message vocal de mon père, fils, nous devons parler de ton comportement. Cela a assez duré. Rappelle-moi. Je n'ai rappelé personne. Au lieu de cela, j'ai envoyé un seul texto dans le groupe de discussion familiale. Puisque tout le monde est si préoccupé par mon argent et comment je le dépense, voici un peu de clarté. Au cours des 7 dernières années, j'ai donné à Thomas 43 000 euros. Pas prêté, donné, car pas un euro n'a été remboursé. J'ai un fichier Excel avec les dates et les montants si quelqu'un veut le voir. J'ai arrêté de donner de l'argent parce qu'on m'a traité de distributeur au dîner de Pâques et que tout le monde a ri. J'ai fini d'être traité comme une agence bancaire. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas temporaire. C'est permanent. Joyeux Noël. Puis j'ai mis le groupe en sourdine. Les réponses sont arrivées rapidement et furieusement, mais je ne les ai lues que le lendemain matin. Quand je l'ai finalement fait, elles étaient prévisiblement défensives. Thomas, c'est pas juste. C'était des prêts que tu as dit que je pouvais rembourser n'importe quand. Sophie, tu déformes tout. On n'a été rien d'autre que reconnaissant. Maman, c'est tellement blessant. Tu déchires cette famille pour de l'argent. Papa, on t'a mieux élevé que ça. Ma tante, je suis déçue de toi. Seul mon cousin, bien joué mec. Tiens bon. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Janvier a apporté les conséquences de la spirale de dette de Thomas qui s'effondrait.
Il s'avère que prendre plusieurs crédits à la consommation à taux élevés tout en faisant des paiements minimums vous rattrape vite. Il m'a appelé fin janvier en pleurant vraiment, disant qu'il se noyait sous les mensualités, ne pouvait pas payer son crédit IMO, risquait la saisie, la banque allait prendre leur maison, les enfants devraient changer d'école. Toute leur vie s'effondrait. J'ai besoin d'aide, a-t-il sangloté. De vraie aide. Je ne sais pas quoi faire. Dépose un dossier de surendettement, ai-je dit calmement. Parle à un avocat ou va à la Banque de France. Ils t'aideront à restructurer ta dette et probablement garder la maison. Ça va ruiner ta capacité d'emprunt pour quelques années, mais au moins tu auras une voie de sortie. Je ne peux pas faire faillite. C'est tellement humiliant. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ils penseront que tu as pris de mauvaises décisions financières et que tu fais face aux conséquences comme un adulte. Tu ne peux pas juste me prêter assez pour rattraper le retard? Je te rembourserai. Je jure que cette fois sera différente. Non. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Je signerai un contrat. Tout ce que tu veux. Thomas, écoute-moi très attentivement. La réponse est non. Pas peut-être, pas plus tard, pas si tu remplis certaines conditions. Non. J'ai fini de te donner de l'argent. Tu dois régler ça toi-même. Mais je ne peux pas. Alors tu perdras la maison et tu apprendras une leçon très coûteuse sur le fait de vivre selon ses moyens. Il m'a raccroché au nez. 3 jours plus tard, j'ai reçu un texto de Sophie me traitant de monstre sans cœur. Thomas avait été tellement désemparé après notre conversation qu'il n'avait pas pu dormir pendant 2 jours. Je détruisais leur famille. Je ruinais la vie de leurs enfants. Elle espérait que j'étais content de moi. J'ai bloqué son numéro. Mes parents ont tenté une dernière intervention en février. Ils se sont pointés chez moi un dimanche matin, sont entrés avec le double des clés que j'avais oublié qu'ils avaient, j'ai changé mes serrures immédiatement après, et m'ont assis pour discuter. Ils avaient discuté avec Thomas et Sophie. Toute la famille en fait. Tout le monde était d'accord pour dire que j'étais déraisonnable. Oui, le commentaire du distributeur était inapproprié, mais je punissais Thomas et les enfants pour une seule erreur. Cela faisait presque 1 an. N'était-il pas temps de passer à autre chose? Ce n'est pas à propos d'un seul commentaire, ai-je dit. C'est à propos de 7 ans à être pris pour acquis. C'est à propos d'être valorisé uniquement pour mon portefeuille. C'est à propos de réaliser enfin que je n'ai pas à m'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. C'est dramatique, a dit papa. Vraiment? Additionne tout l'argent que j'ai donné à Thomas. Additionne toutes les fois où j'ai été le filet de sécurité. Maintenant dis-moi ce que j'ai eu en retour à part être appelé un distributeur et qu'on se moque de moi. Aucun d'eux n'a pu répondre à ça. Tu es notre fils, a finalement dit maman. On t'aime, mais on est déçu de la personne que tu es devenue. Ce n'est pas le garçon généreux et gentil qu'on a élevé. Tu as raison, ai-je dit. Je ne suis plus ce garçon. Je suis un homme qui connaît sa valeur, et ma valeur ne se mesure pas à mon compte en banque ou à ma volonté de financer les mauvaises décisions des autres. Alors c'est tout, a demandé papa. Tu nous coupes tous les ponts? Je pose des limites. Si vous ne pouvez pas les respecter, alors ouais, je suppose que je coupe les ponts. Ils sont partis. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis. Thomas a déposé son dossier de surendettement en mars. A perdu la maison en mai. Ils ont déménagé dans une location dans un quartier moins cher. Les enfants ont dû changer d'école. Sophie a pris un emploi à temps partiel dans un magasin parce qu'il ne pouvait plus s'en sortir avec le seul salaire de Thomas. J'ai appris tout ça par mon cousin qui m'a tenu au courant malgré le drame familial. Il a dit que Thomas était en colère et amer, me blâmant pour tout. Dans sa version des faits, je l'avais abandonné au moment où il avait besoin d'aide et l'avais forcé à la faillite. Peu importe qu'il ait passé 7 ans à vivre au-dessus de ses moyens. Peu importe qu'il ait pris chaque mauvaise décision financière lui-même. Peu importe que je l'ai averti plusieurs fois d'être plus prudent. Dans son histoire, j'étais le méchant. Ça me va. Je préfère être le méchant dans son histoire que le distributeur dans la mienne. Mon entreprise a atteint 200 000 € de bénéfices cette année.
J'ai embauché 3 techniciens de plus, acheté un camion plus récent. Toujours pas du luxe, mais une belle amélioration. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un que j'aime vraiment, qui a sa propre carrière et son propre argent et ne me voit pas comme un portefeuille sur pattes. La vie est belle. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Sophie, une lettre papier, postée chez moi. Elle avait écrit une longue explication de tout ce qui s'était passé de son point de vue. Combien les choses avaient été dures pour eux. Comment Thomas avait fait de son mieux. Comment les enfants avaient souffert de tout ça. Comment elle regrettait le commentaire du distributeur, mais que j'avais réagi de manière drastique. La lettre se terminait par une demande de réconciliation. Elle voulait reconstruire notre relation. Elle voulait que les enfants connaissent leur oncle. Elle voulait passer outre cette période difficile et redevenir une famille. Il n'y avait aucune excuse pour m'avoir traité comme une banque pendant 7 ans. Aucune reconnaissance des 43 000 € que je leur avais donnés. Aucune reconnaissance que mes limites étaient raisonnables, juste une demande pour revenir à la situation d'avant quand je finançais leur train de vie et qu'ils le prenaient pour acquis. Je n'ai pas répondu à la lettre, mais je l'ai encadrée et accrochée dans mon bureau. Pas par méchanceté, enfin, peut-être un peu par méchanceté, mais comme un rappel. Un rappel que les gens prendront tout ce que vous êtes prêt à donner et vous blâmeront quand même quand vous arrêterez de donner. Un rappel que la famille n'est pas une excuse pour l'exploitation. Un rappel que le mot « non » est une phrase complète. Et un rappel que parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour les gens est de les laisser faire face aux conséquences naturelles de leur propre choix, même si, surtout si, c'est la famille. Mise à jour. Cela fait 6 mois que j'ai posté ceci. Je ne m'attendais pas à ce que ça explose comme ça, mais merci pour tout le soutien, Reddit. Beaucoup d'entre vous ont demandé une mise à jour, alors la voici. Thomas et Sophie ont divorcé. Je l'ai appris par mon cousin encore une fois. Il s'avère que le stress financier plus le fait que Sophie doive réellement travailler pour la première fois en une décennie était trop pour leur mariage. Ils ont commencé à se disputer constamment. Les reproches ont fusé. De ce que j'ai entendu, Sophie a blâmé Thomas de m'avoir laissé les couper des vivres. Et Thomas a blâmé Sophie d'avoir fait le commentaire du distributeur en premier lieu. Le divorce a été compliqué. Thomas paie toujours les conséquences de la faillite. Et maintenant il a une pension alimentaire en plus. Sophie est retournée vivre chez ses parents avec les enfants. Elle travaille à temps plein maintenant au magasin et apparemment déteste chaque minute. Mes parents ont essayé de me recontacter après le divorce, demandant si j'envisagerais d'aider Thomas à traverser une autre période difficile. Je n'ai pas répondu. Le cousin qui me tenait au courant, lui et sa femme m'ont invité à l'anniversaire de leurs enfants le mois dernier. Premier événement familial auquel j'assistais depuis plus d'1 an. Mes parents étaient là. Pas Thomas. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais ma mère m'a pris à part à un moment donné. J'espère que tu es heureux, a-t-elle dit. La vie de Thomas s'est complètement effondrée. Son mariage est fini. Il galère. Et tu as juste regardé tout ça arriver. Je ne l'ai pas forcé à acheter une voiture chère, ai-je répondu. Je ne l'ai pas forcé à s'inscrire à une colonie qu'il ne pouvait pas payer. Je ne l'ai pas forcé à prendre plusieurs prêts à taux élevés. Il a fait tout ça lui-même. Tu aurais pu aider. J'ai aidé pendant 7 ans. Puis j'ai arrêté. Et c'est ce qui est arrivé quand il a dû affronter la réalité sans filet de sécurité. Elle s'est éloignée. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner. Ça aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires.